Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Il y a quelques semaines, nous avons invité un cadre dirigeant d'Alstom, le célèbre best-seller en Chine, Le piège américain, l'auteur de ce livre, Frédéric Pierucci, sur notre plateau, ici même. Il a dit une phrase: nous sommes entrés dans une guerre économique mondiale. Cette phrase nous a beaucoup impressionnés. Effectivement, quand on regarde le monde aujourd'hui, effectivement, on a l'impression d'être dans une guerre commerciale. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a duré déjà 1 an et demi, et ça continue. Mais Donald Trump a lancé cette guerre non seulement contre la Chine, mais aussi contre ses alliés, l'Union européenne, même le Canada, même le Japon, etc., etc. Apparemment, nous sommes réellement dans une guerre économique mondiale. Alors, pour bien connaître cette guerre économique mondiale, je suis très heureux d'avoir invité un expert sur notre plateau. Voilà, Monsieur Ting Yifan, bonjour. Bonjour. Ting Yifan est économiste et politologue. Il est formé d'ailleurs en France. Il a obtenu son doctorat à Sciences Po à Bordeaux. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'un c'est La crise de la mondialisation et la solution chinoise. Il est d'ailleurs traduit en anglais. Voilà. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce qu'on peut déjà affirmer que nous sommes dans une guerre mondiale seulement dans le domaine économique? En fait, je pense que l'affirmation d'être déjà dans une guerre économique mondiale, c'est un peu audacieuse. Un peu audacieuse, mais quand même... Ça veut dire que... Oui, parce que lorsque l'auteur de Piège américain, Pierucci, a affirmé cela, il veut dire simplement qu'il y a une guerre économique permanente entre les puissances occidentales, entre les États-Unis et l'autre puissance occidentale, etc. Mais avant d'arriver au pouvoir de Donald Trump, cette guerre qui est peut-être déjà commencée, mais il n'est pas très, comment dirais-je, virulent. Mais aujourd'hui, vous voyez, les États-Unis contre le monde entier. Oui, il y a ça. Donc la guerre commerciale n'est qu'un reflet de la rivalité économique, etc. Mais la guerre commerciale n'est pas tout, n'est pas tous les aspects de la guerre économique. Mais il y a des signaux qui ne sont pas très encourageants, des signaux qui indiquent que le monde est sur le bord de la guerre mondiale économique. En quelque sorte, sur le point de tomber dans une logique de guerre économique. Voyons, c'est par exemple les États-Unis, après plusieurs mois de développement économique assez fort, fait face à un éclatement de la bulle financière. Et du coup, le gouvernement ou le président américain insiste pour que la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, baisse continuellement de baisser le taux d'intérêt pour maintenir d'une certaine manière artificiellement la bulle financière. Mais tout le monde sait que déjà le taux d'intérêt américain a été maintenu artificiellement bas pendant tellement longtemps que finalement une telle décision pourrait produire des effets contre-productifs. C'est pour ça que tout dernièrement, les 4 présidents précédents de la Réserve fédérale, dans la Banque centrale américaine, on écrit une lettre ont fait une déclaration commune, disant qu'il est essentiel pour le système, donc la Banque centrale américaine, de garder son indépendance, c'est-à-dire sans mentionner directement le nom du président Trump, indique que finalement la Banque centrale américaine ne doit pas faire face, ne doit pas faire concession à la pression du président. Pour vous, ce n'est pas une guerre économique mondiale, mais c'est une guerre entre Donald Trump et la Réserve fédérale. Il y a ça. Non, c'est un signe
que le président américain est en train de forcer la main à la Banque centrale américaine pour cela. Mais si jamais la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, faisait des concessions à la pression américaine, à la pression du président américain, ça pourrait entraîner une espèce de guerre de monnaie. Si la logique de guerre commence, ça risque d'entraîner tout le monde dans un tourbillon dangereux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un moment où la guerre de monnaie a prévalu. En Europe, dans le monde, dans le marché commercial, et finalement ça a entraîné tout le monde dans un tourbillon. Et regardez ce qui se passe en Europe, par exemple. Pour les 6 premiers mois de l'année, le taux de croissance s'est arrêté en Allemagne, alors que l'Allemagne était considérée comme le moteur de l'économie européenne. Si le moteur s'arrête, alors là, si les États-Unis commencent à utiliser l'arme de la monnaie, c'est-à-dire la guerre de la monnaie, si l'Europe répond de la même manière, eh bien il y aura une guerre de monnaie. Puis en plus, ils ont accusé la Chine, tout dernièrement, sous la pression du gouvernement Trump, le ministère américain de Finances, donc le département de trésorerie aux États-Unis, c'est le ministère de Finances. Le ministère des Finances américain a accusé la Chine d'être le manipulateur de la monnaie. Finalement, cette accusation est sans fondement. Mais quel que soit l'argument du président Trump, c'est aussi un mauvais signe que le gouvernement américain peut recourir à ce genre d'accusation pour lancer éventuellement une guerre de monnaie. Vous savez, Donald Trump, pendant ses campagnes, il a répété plusieurs fois « American First ». Alors, c'est-à-dire, l'intérêt américain l'emporte sur tout. Et surtout, Donald Trump, en 2018, avait dit cette phrase, vous avez sûrement entendu, « Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à remporter ». Oui, facile à gagner, oui. Facile à gagner. Donc, apparemment, il lance cette guerre commerciale contre la Chine, aussi, contre l'Europe aussi, contre la France, par exemple, contre le vin français, contre olive espagnole, etc., etc. Non, parce que finalement, je sais, parce que le président Trump a un certain âge, donc les gens de cet âge-là sont souvent limités par leur propre expérience. Ils peuvent être tentés par le piège de l'empirisme. Et ce genre d'empirisme, il peut entraîner les décideurs américains dans une hypothèse dangereuse. En fait, depuis 1 an et demi de guerre commerciale avec la Chine, eh bien, l'économie américaine a beaucoup souffert. Au lieu de gagner beaucoup d'avantages. Il a un taux de croissance oui, le taux de croissance, le taux de croissance cache les bénéfices des entreprises américaines. Cache les bénéfices des entreprises, cache aussi le coût de consommation des consommateurs américains. Ça aussi. Parce que, dernièrement, les économistes américains, surtout les économistes des institutions financières internationales, de la Banque mondiale, etc., ils ont fait des estimations, ils ont fait des équations des gains et de pertes de la guerre commerciale. Finalement, la conclusion est qu'en moyenne, les foyers américains ont dépensé plus de $600 par an. Et maintenant, Donald Trump est prêt à encore imposer une surtaxe sur les 300 milliards de dollars de produits chinois. Et cette fois-ci, ce sont des produits de consommation. Ça veut dire que, selon les estimations de ces économistes, si le président Trump fait appliquer son engagement ou sa promesse, donc les foyers américains auraient à dépenser plus de $2500 par an. Donc ça risque d'entraîner une récession profonde parce que la consommation compte énormément aux États-Unis pour la croissance. Si la consommation se rétrécit ou si la consommation baisse, mais
généralement, ça entraîne une récession économique. D'ailleurs, il y a déjà un peu de reflet sur Abooks. Lorsque Donald Trump a fait entendre par ses tweets, etc., qu'à partir du 1er septembre, il allait imposer à nouveau 10% de taxes sur les 300 milliards de l'exportation chinoise. La bourse a chuté. La bourse a chuté surtout, l'index Dow Jones a baissé de plus de 600 points. Il y a quelque chose comme 550 milliards de dollars évaporés en une seule journée. Donc c'était très dangereux. En plus, si on regarde la chute des actions par entreprise, ce sont surtout des actions des entreprises technologiques qui ont été affectées. Parce que normalement, ce sont ces entreprises-là, ces entreprises technologiques qui ont des relations très étroites avec la Chine. Donc, ces entreprises-là seront directement victimes de la surtaxe du président Trump. En plus, parmi les 300 milliards de l'exportation chinoise, beaucoup sont des produits des entreprises américaines installées en Chine. C'est le cas de Apple, par exemple. Les téléphones mobiles iPhone ou téléphones mobiles iPad, etc. Sont produits en Chine et exportés vers le marché américain. Et cette fois-ci, si ces produits-là sont taxés, et bien sûr, c'est Apple qui sera affecté par la surtaxe. C'est pour ça que après avec des semaines de lobby, après des semaines de lobby, l'administration Trump a décidé de repousser un peu la date pour ces produits-là. Ils ont 25 décembre, je crois, non? Quelque chose comme ça. Ils pensent qu'après la fin de Noël, ce sera calmé, ils pourraient taxer à nouveau ces produits-là, mais en tout cas, il va continuer à taxer ces produits. Donc, ça va être des entreprises américaines victimes de la surtaxation de Donald Trump. Donc il y a ça, mais il y a autre chose parce que cette fois-ci, les produits qui seront taxés, ce sont des produits de consommation. Les produits de consommation auraient un reflet direct sur l'indice des prix. Donc si les prix commence à monter, ça veut dire que si le taux d'inflation commence à monter, la réserve fédérale de la Banque centrale américaine sera obligée de relever le taux d'intérêt. C'est mécanique. C'est mécanique. C'est contre l'espoir du président Trump, parce que le président Trump veut toujours exercer une pression sur la Banque centrale pour que la réserve fédérale baisse le taux d'intérêt. Mais si la pression de l'inflation est telle que finalement la réserve fédérale était obligée de relever le taux d'intérêt et ce serait complètement contre-productif pour le président Trump. Bon, si le front contre la Chine n'a pas encore gagné par Donald Trump, mais il a gagné contre, par exemple, le Canada, contre le Mexique. Il a signé de nouveaux accords apparemment très avantageux pour les États-Unis. D'une certaine manière, il ne faut pas oublier que le Canada et le Mexique comptent beaucoup sur le marché américain. Parce qu'en comparaison, le marché mexicain, le marché canadien sont trop petits. Ils sont à côté, déjà pour le Canada et pour le Mexicain, c'est déjà un marché géant. Donc ils ne peuvent pas lutter contre un tel marché ou contre les tentations d'un tel marché. Mais la guerre entre les États-Unis et l'Europe commence aussi. Par exemple, la France, vous savez, le Parlement français a voté un taxe GAFA. Sur les produits numériques, oui. Voilà, sur les produits numériques, surtout numériques américains. Oui. Parce que, enfin, finalement, parce que il n'y a pas encore de véritables entreprises européennes dans le domaine de l'économie numérique. C'est pour ça qu'on ne peut que taxer des entreprises américaines. Et chinois aussi. Et Donald Trump lance contre-attaque en menaçant de taxer les vins français. C'est pas une guerre économique?
d'une certaine manière, on va voir, parce que ce sont des menaces, jusqu'à maintenant, ce sont des menaces, on ne sait pas, parce que la France n'a pas encore fait appliquer cette taxe sur les produits numériques, on verra. L'Amérique n'a pas encore pris de mesures de représailles contre cela, mais ce sont des menaces, ça va durer un certain temps, parce que en fait, le marché numérique européen, le marché des produits numériques européens, est complètement occupé par des entreprises américaines. Jusqu'à maintenant, c'est à cause de ça que la France veut lancer cette taxe. La France a voulu donner un exemple. Finalement, la France a voulu faire en sorte que l'Union européenne prenne des mesures sur cette prédominance de géants américains sur le marché montrer l'exemple. C'est ça. Mais finalement, comme la France n'a pas réussi à persuader d'autres partenaires européens à adopter une mesure à l'unanimité, la France veut donner l'exemple en prenant l'initiative d'imposer d'abord sur les produits numériques américains. Sur un autre fond, apparemment, les médias mondiaux parlent beaucoup moins. C'est le conflit commercial entre l'Inde et les États-Unis. Aussi, les États-Unis apparemment voulaient, au début du mois de juin, voulaient supprimer l'Inde. Le statut spécial, oui. Voilà. L'Inde bénéficie d'un statut particulier. La nation la plus favorisée, c'est ça, le statut donc, de la nation le taux de douane était très favorable en faveur de l'Inde, etc. L'Inde a répliqué aussi. Et dans notre c'est pas de guerre. Oui, le président américain pense que finalement, injustement, l'Inde a bénéficié, l'Inde a profité de l'attitude des Américains. Il faudrait que tout rentre dans les rangs et que le commerce international entre l'Inde et les États-Unis devienne des relations normales. Donc, en fait, bien sûr, l'Inde a été, dans toutes ces décisions du président Trump, il y a tout de même une volonté de lier les problèmes ensemble. Parce que la menace de représailles ou de sanctions économiques, etc., est toujours liée à un enjeu autre qu'économique. Alors, entre la Chine et les États-Unis, entre l'Inde et les États-Unis, etc., les dirigeants veulent que les relations restent dans les domaines fixes. Dans les problèmes économiques seront discutés par des équipes économiques, spécialistes, experts de l'économie. Il ne faut pas confondre les les problèmes économiques avec des problèmes politiques, avec des problèmes d'autres géopolitiques, etc. Tandis que Donald Trump a une tendance à généraliser tout. Mais il fait tout comme enjeu de négociation commerciale. Justement, vous savez, dans la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours deux fronts, il y a toujours deux camps. Apparemment, aujourd'hui, même la Seconde Guerre mondiale, les deux camps ne sont pas divisés par l'idéologie, c'est évident. C'est l'intérêt. Par les intérêts économiques. Par les intérêts économiques. Donc, cette fois-ci. Mais il y a tout de même des liens commerciaux spéciaux entre les blocs. Parce qu'avant de s'affronter dans des blocs, il y avait des arrangements commerciaux qui font que les pays, à l'époque, étaient divisés en blocs commerciaux. Et aujourd'hui, quelles sont les lignes qui divisent le monde en deux camps? Par exemple, apparemment, Trump est contre la mondialisation, tandis que l'Europe et la Chine, par exemple, sont pour. Est-ce que la mondialisation est en train de diviser le monde en deux camps pour cette guerre économique commerciale? commerciale? Il n'y a pas vraiment une division nette ou une division claire de deux camps anti-globalisation ou pro-globalisation. Il n'y a pas directement ça. Mais les États-Unis sont visiblement tentés par leur tradition politique, qui est l'isolationnisme. L'isolationnisme veut dire que, oui, quand ça ne marche pas ou quand le monde n'est plus profitable, je me replie. Donc c'était cette logique-là. C'est à cause de ça que les États-Unis se retirent de beaucoup d'organisations mondiales. Les Américains ont cette tradition politique, donc lorsque ça ne va pas à l'extérieur, on va se retirer. Donald Trump
a représenté ce courant de pensée politique. Et c'est pour ça que Donald Trump a pu provoquer un écho plutôt favorable à ses décisions. Bien sûr, dans des couches sociales bien déterminées, etc. Mais le fait même de pouvoir provoquer des échos favorables montre que finalement, il y a aux États-Unis un petit peu de soutien populaire, même si on ne sait pas quelle est la proportion de ce soutien populaire. Mais là, on voit, si les États-Unis ont élu un président comme Donald Trump, il me semble qu'en Europe, dans les élections, certaines populistes ont gagné aussi les élections. Par exemple, certains pays comme l'Italie, comme Hongrie, etc. Eux, ils ont élu aussi une partie des dirigeants très populistes, très à droite. Est-ce qu'eux, ils sont des partenaires Donald Trump? On n'en sait rien parce qu'il faut encore observer l'évolution des événements en Europe et aux États-Unis. Apparemment, il y a des affinités entre les dirigeants, entre les hommes politiques populistes européens et les hommes politiques populistes américains. D'autant plus qu'un homme clé de ce mouvement populiste américain, qui est Steve Bannon. Steve Bannon est actuellement en Europe. Il voyage beaucoup en Europe. Il voyage beaucoup en Europe. Il a créé un mouvement important pour soutenir l'émergence de dirigeants extrême droite en Europe. Et ce mouvement est basé à Bruxelles, donc le quartier général de l'Union européenne. Mais il a créé même une école de formation près de Rome, en Italie, pour former systématiquement les techniques électorales, etc., pour enseigner tout ça à des hommes politiques, dit-il, des élites politiques de ces pays européens. Donc, la plupart des hommes ou des femmes politiques de cette famille, c'est-à-dire d'extrême droite ou populistes, ont été formés dans cette école. Ils ont appris beaucoup de choses. S'ils prennent le pouvoir, ils seront l'allié en fait, ils sont en train de préparer le terrain pour que les dirigeants populistes arrivent au pouvoir par l'élection ou par d'autres moyens. Et c'est un mouvement à haut risque. C'est un mouvement à haut risque parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas si la machine, une fois déclenchée, peut encore s'arrêter. Effectivement, lorsque vous parlez de ça, je me rappelle que... Est-ce que vous avez entendu parler Donald Trump avant qu'il rencontre Vladimir Poutine? Il a dit à un journaliste, il a dit, bien sûr, l'Europe est un ennemi. Oui. Il a dit, la Chine est un ennemi économique. La Russie est un ennemi dans certains domaines, mais l'Europe est un ennemi. Alors, ceci dit, apparemment, Donald Trump prend l'Europe vraiment pour un ennemi. C'est-à-dire, cette guerre économique mondiale, l'Europe, c'est son ennemi numéro un. Non? D'une certaine manière, oui. Donald Trump a une pensée plutôt simpliste. La pensée simpliste consiste à dire, si vous avez des échanges commerciaux avec moi, c'est que vous êtes l'ennemi. Parce que, en fait, l'Union européenne, comme la Chine, ont un excédent commercial chronique avec les États-Unis. Donc, Donald Trump veut réduire, même rare. Et ça. Et avec la Chine, on peut négocier, parce que le marché chinois est grand. Si la Chine décide d'ouvrir un peu plus le marché, ça peut résoudre pas mal de problèmes des Américains. Tandis que le marché européen est limité, en fait, en plus, pour des tas de raisons. Donc c'est à cause de ça que Donald Trump a dit ce serait difficile de renverser la tendance, etc. Donc pour Donald Trump, évidemment, si l'Union européenne peut maintenir cet excédent commercial avec les États-Unis, ce serait quelque chose de dangereux. Oui, cette fois-ci, on voit que dans la tête de Trump,
le mot allié, pratiquement, ça n'existe pas. Il a lancé même des guerres commerciales contre certains pays où il a des soldats américains, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, etc. Et d'ailleurs, entre ces pays-là, il y a aussi des conflits commerciaux économiques. Le Japon et la Corée du Sud, par exemple. Comment expliquez-vous? Oui, mais ça, c'est très compliqué entre la Corée du Sud et le Japon. Cela ne veut pas dire que ce monde est vraiment entré dans une guerre mondiale économique. Non, c'est autre chose. Mais pour le président américain, l'alliance ne doit pas profiter aux autres membres. L'alliance doit être profitée seulement aux États-Unis, parce que ça fait partie de America First. Ça fait partie de cela. Donc, l'OTAN, donc l'organisation politico-militaire des pays occidentaux, etc., est devenue un instrument. Donald Trump est allé assister au sommet de l'OTAN et demande à tous les autres pays membres d'augmenter le budget militaire afin d'acheter un peu plus aux États-Unis, afin d'acheter plus d'équipements ou d'acheter plus d'armement américain. Oui, donc, il profite de toutes les occasions pour ou vendre des produits américains, vendre des armements, vendre des tas de choses, ou gagner des profits, où il fait payer des alliés. Il a menacé de faire payer plus pour les frais de stationnement des troupes américaines en Corée du Sud, par exemple. Il menace aussi d'élever les frais de stationnement des troupes américaines sur le sol japonais. Ça aussi. Évidemment, ça rend les alliés des Américains mal à l'aise. Parce que finalement, pour être le leader d'un club, pour être le leader d'un clan, pour être le leader, il y a un prix à payer. Le prix, c'était que les États-Unis couvrent ses alliés, les États-Unis paient le prix de la défense avec son budget militaire, des fois plus important que le budget militaire de tous les membres réunis, etc. C'était le prix à payer. Maintenant, il veut renverser la tendance, il veut collectionner, il a dit, des frais, etc. Donc, visiblement, cette pratique va ruiner cette alliance, parce que si vous ne payez plus, si vous n'assumez plus votre leadership, eh bien, pourquoi jouer avec vous? C'est le cas de l'Europe, par exemple. Si les pays européens veulent faire leur défense commune, faire leur commune de défense, justement, c'est à montrer aux Américains, finalement, si on devrait augmenter le budget militaire, eh bien, ce serait ici. On va augmenter notre budget militaire pour acheter des produits européens, non pas pour acheter des produits américains. Bon, dernière question, une réponse simple. Si Donald Trump réélu, bien sûr, ça va continuer. Si, par hasard, s'il a perdu les élections, le nouveau président américain va changer tout ça ou continue? Non, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'abord, rapidement, je pense que Donald Trump a encore une chance d'être réélu. Parce que si vous regardez les candidats du Parti démocrate, c'est un désastre. C'est un désastre. Donc, en politique, le raison n'est pas la priorité. En politique, c'est le sentiment, etc. Donc, pour le moment, Donald Trump a Donc, le risque de la guerre économique mondiale est réel. Non, le risque est réel. Le risque de la guerre économique mondiale peut se prolonger dans les années à venir, si Donald Trump est réélu président des États-Unis. Donc, le monde n'est pas stable. Le monde risque d'avoir un avenir un peu douteux. Bon, merci à Tengifan, merci pour vos éclairages, il est très clair. Merci aussi à nos chers téléspectateurs, merci pour votre patience et à la prochaine.